L'histoire que je vais vous raconter est celle d'Émile, qui n'avait alors que 9 ans et elle s'est déroulée en 2006. C'était une journée lambda et il était alors chez sa tante et son oncle. Il avait aussi sa mère, sa petite sœur de quelques mois, sa cousine de 8 ans et son cousin de 7 ans. Son père était parti au travail à ce moment-là. C'était pendant les vacances d'hiver et ils étaient en train de fêter l'anniversaire de son cousin ce jour-là. Émile avait profité toute la journée avec eux et ils étaient prévus qu'avec sa mère, ils rentrent chez eux le soir après les festivités, mais au final, ils vont rester manger avec eux le soir. Vu que ça fait toujours plaisir aux enfants, sa tante et sa mère proposent de commander McDo et partent avec la petite sœur, qui est encore qu'un bébé, les laissant seuls avec son oncle. Pour patienter, vu qu'il commençait à faire sombre, Émile et ses cousins se sont dit que ce serait drôle de se faire peur et de se raconter des histoires d'horreur. Ils montent ainsi à l'étage pour s'isoler. Ils se mettent tous les trois dans le lit en mezzanine de son cousin et se placent en cercle comme s'ils étaient autour d'un feu de camp. Après qu'ils aient commencé à se raconter quelques histoires effrayantes, soudainement la porte de la chambre se claque fort d'un coup. Ils se mettent alors à hurler car évidemment ça les a surpris. Mais rapidement ils se calment et se disent que c'était simplement l'oncle, le père de ses cousins donc, car il aime bien leur faire des petites blagues de temps en temps. Dans le doute, ils décident quand même de redescendre vérifier, et là ils s'aperçoivent que son oncle n'était pas là. Sa cousine réfléchit et leur dit qu'il y a sûrement une fenêtre d'ouverte. Pour s'en assurer, ils font rapidement le tour des fenêtres et voient qu'aucune n'est ouverte. Et évidemment c'est logique car ils sont en hiver. À l'extérieur il fait extrêmement froid, et s'il y avait la moindre ouverture, ils le sentiraient directement. La peur les gagna et ils restèrent tous dans le salon à attendre leur mère sans chercher à savoir où était passé l'oncle. Quelques minutes plus tard, ils aperçoivent une voiture se garer près de la maison. Soulagés que leur maman était rentrée, ils s'avancèrent tous près du portail. Ils virent alors que c'était l'oncle au volant. C'est là qu'ils ont compris qu'il y avait bien quelqu'un avec eux dans la maison. Ils en parlèrent alors aux adultes dès qu'ils furent tous rentrés. Malheureusement, ils ont pris ça pour une blague et n'ont pas du tout pris au sérieux les enfants. Le repas se déroula par la suite normalement. Plus tard dans la soirée, le cousin d'Émile s'aperçoit que la montre Spider-Man qu'il venait de recevoir pour son anniversaire et qu'il avait posée sur son bureau avait disparu. Il ne l'a d'ailleurs plus jamais retrouvée. Depuis cet événement, la cousine et le cousin d'Émile ont dit à plusieurs reprises sentir quelqu'un les regarder ou même carrément apercevoir comme une ombre quand ils allaient aux toilettes la nuit. 7 ans plus tard, en 2013, la tante et l'oncle d'Émile déménagent et décident de vendre la maison. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les parents d'Émile décident alors de racheter la maison en disant se sentir vraiment bien dans la demeure. Mais après qu'ils se soient installés dans la maison, ils commencent à remarquer des choses assez étranges. Pendant plusieurs mois, des affaires ou des objets ne sont pas du tout où ils devraient être ou bien sont carrément mal rangés. Comme tout le monde, la famille se dit que c'est l'un d'entre eux qui les déplace sans s'en rendre compte. Le soir ou la nuit, parfois dans sa chambre, Émile a l'impression d'entendre un harmonica. Mais au réveil le lendemain, à chaque fois, il se dit qu'il a dû rêver. Un jour, lors d'un repas avec sa tante et toute sa famille, Émile parle de l'harmonica qu'il entendait la nuit en rigolant sans prendre ça au sérieux. Mais c'est alors qu'il voit son cousin se décomposer. Émile ne l'interrogera pas à ce sujet tout de suite, étant surpris de sa réaction et ne sachant pas comment l'aborder. Le soir après qu'il soit rentré, il décide quand même de lui envoyer par message s'il avait vu ou entendu quelque chose, vu qu'il dormait exactement dans la même chambre que lui avant. Le cousin d'Émile lui répondit alors qu'il avait lui aussi entendu comme le son d'un harmonica certaines nuits. Émile était alors choqué, mais aucun des deux ne voulut en parler plus à ce sujet. Ils en restèrent alors là, et par la suite, Émile oublia petit à petit ce détail. Quelques mois après, lors de cette même année, ses parents accompagnés de sa petite sœur partent à un mariage situé loin de chez eux. Émile se retrouvera donc tout seul dans la maison pendant 3 jours et 3 nuits. Le premier jour et la première nuit, il passe l'après-midi à regarder des séries et tout se passe normalement. Il n'y a rien à signaler. Le deuxième jour, il décide de sortir avec un ami et sort donc de chez lui, laissant la maison vide. Le soir venu, il rentre chez lui tout seul et remarque une fois dans sa chambre que le bord gauche de ses draps était un peu froissé, comme si quelqu'un s'était assis sur le bord du lit. Vous pouvez vous dire que ce détail peut paraître anodin, que c'est rien et qu'il y a toujours des marques sur un lit. Le problème, c'est qu'Émile nous explique qu'il est du genre très maniaque. Il ne peut pas sortir de sa chambre sans que son lit soit parfaitement fait, sans aucun pli. Donc à ce moment, il comprend tout de suite qu'il y a quelque chose d'anormal. Il envoie directement un message à sa mère et par chance, celle-ci lui répond rapidement et les conseille d'appeler la police, en sachant qu'ils ne feront sûrement rien pour si peu. Émile décide quand même de tenter. Comme prévu, les policiers ne prennent pas son appel au sérieux et pire encore, ils lui disent qu'il n'a pas intérêt à recommencer ce genre de canular si c'est pour leur faire perdre leur temps. Émile est dépité, mais il est aussi déterminé et se met donc à fouiller lui-même la maison pour être sûr. Heureusement, il ne trouve rien ni personne. Pour se détendre, il décide donc d'aller prendre une douche. Il met un peu de musique, va à la salle de bain et la ferme à clé par réflexe de sécurité. À peine rentré dans la cabine de douche qu'il y a une coupure de courant et que toutes les lumières s'éteignent. Il remet donc son boxer pour ressortir de la salle de bain et essayer de résoudre le problème.
Il approche sa main de la poignée et au moment où il a voulu ouvrir la porte de la salle de bain, il entendit comme un bruit. Il y a eu un petit blanc de quelques secondes entre deux musiques et c'est pendant cet instant qu'il l'entendit, comme si quelqu'un s'était cogné. À ce moment, il commence à avoir un sérieux mauvais pressentiment et décide d'appeler à nouveau la police. Il coupe alors la musique et commence à parler. Soudain, à cet instant, il entendit courir dans la maison. Et ça se rapprochait de plus en plus de la salle de bain. Il est complètement en panique, mais arrive quand même à dialoguer avec la personne au téléphone. C'est alors qu'il voit la poignée de porte se baisser et bouger, comme si quelqu'un essayait d'ouvrir la porte. Voyant que celle-ci était fermée à clé, l'intrus essaya ensuite d'enfoncer la porte en lui donnant plusieurs coups très violents. Émile, à deux doigts de se faire pipi dessus et tremblant de tout son corps, entend enfin les sirènes de la police. L'intrus a dû lui aussi les entendre car il s'arrête de tambouriner à la porte et commence même à s'enfuir. La police, arrivée sur les lieux, frappe à la porte d'entrée qui se trouve à quelques mètres de la salle de bain. Émile, encore tremblant, prend son courage à deux mains, sort de la salle de bain et court leur ouvrir. Les policiers rentrent pendant qu'Émile leur redit ce qu'il a entendu et ils se mettent alors à fouiller la maison et lui disent alors qu'ils ne trouvent rien. Pas de traces de chaussures, pas de fenêtres cassées et la seule porte d'entrée est intacte. Pendant la fouille, Émile appelle ses parents mais malheureusement ceux-ci ne répondent pas. Après cet instant, il n'a aucune envie de dormir seul chez lui. Il appelle alors l'un de ses amis, lui explique ce qui vient de se passer et lui demande s'il peut dormir chez lui cette nuit. Son ami lui dit que bien sûr, il accepte au vu de la situation. La police décide de fouiller une deuxième fois la maison au cas où l'intrus y serait encore et il se serait bien caché. En passant devant la salle de bain, l'un des policiers lui fait remarquer que la porte allait bientôt céder. Les gonds étaient pratiquement tous sortis. Il s'en était fallu de peu pour que la porte ne cède. Par la suite, les policiers et Émile montent à l'étage. C'est alors qu'en faisant le tour, ils aperçoivent une trappe au plafond pour monter au grenier. Chose qu'Émile n'avait pas remarqué la première fois lorsqu'il avait fait le tour de la maison. Émile leur dit que c'est inutile d'aller y voir car ni lui ni sa famille n'ont jamais réussi à l'ouvrir, même en mettant complètement leur poids sur la lanière qui est censée ouvrir la trappe. Le policier décide alors d'essayer quand même et étonnamment la porte s'ouvre sans même devoir forcer. Tout le monde comprend alors que c'est bizarre. Les policiers demandaient alors à Émile de s'écarter au cas où car il comptait aller voir au grenier. La situation est tellement étrange qu'Émile commence à nouveau à paniquer malgré la présence des policiers. Comment se faisait-il que le policier ait réussi à ouvrir la trappe sans forcer alors que personne n'avait réussi avant? L'agent monte donc au grenier et lorsqu'il ne le voit plus, il entend comme de l'agitation. À ce moment, le policier commence à crier « Levez-vous !» Puis ils entendirent une voix beaucoup plus grave crier en retour. Ils comprirent alors tous qu'il y avait bel et bien quelqu'un dans la maison et que c'était en fait l'inconnu qui bloquait la trappe de l'intérieur pour qu'on ne puisse pas l'ouvrir. Cette fois-ci, il avait probablement oublié de la bloquer en fuyant dans la panique. Par la suite, un agent de police descendit toutes les affaires de l'homme. Un matelas et quelques babioles. Mais Émile vit alors qu'il y avait parmi les objets une montre Spider-Man et un harmonica. L'homme vivait en fait dans le grenier depuis plusieurs années, juste au-dessus de la chambre d'Émile et anciennement celle de son cousin. Ils n'ont jamais su qui était cet homme, mais en vérité, ils ne veulent même pas le savoir. La famille d'Émile ne veut juste plus repenser au fait qu'un intrus vivait avec eux, dans leur maison, parmi eux. J'avais 19 ans. Je venais de déménager à Caen pour entamer ma première année d'études supérieures. C'était un dimanche, vers la fin du mois de septembre, de l'année 2013. Il faisait déjà très sombre le soir, voire même presque nuit. Je rentrais chez moi après avoir passé le week-end à fêter l'anniversaire d'une amie. J'avais choisi de prendre un train tard le soir pour rentrer, afin de profiter au maximum de mon après-midi avec mes amis. Je venais d'arriver à la gare de Caen, il était aux alentours de 21h50, et je devais encore marcher une demi-heure pour arriver jusqu'à chez moi. Étant nouvelle à Caen, c'était la première fois que je traversais la ville en pleine nuit. De toute ma vie, je n'avais jamais eu de problème avant. Je n'étais donc ni inquiète, ni effrayée de rentrer chez moi, seule, à pied et en pleine nuit. En sortant de la gare, j'aperçois un petit groupe de mecs en face. Je n'y prête pas plus attention que ça, je mets mon casque sur mes oreilles, j'actionne ma musique et commence à avancer pour rentrer chez moi. La seule trajectoire que je connaissais pour rentrer chez moi à ce moment-là était de marcher une longue ligne droite, tourner à gauche au parc et encore faire une longue ligne droite. Il n'y a vraiment pas plus simple. J'étais toujours sur ma première ligne droite, mon casque sur la tête. Les éclairages étaient encore bons, mais je voyais que plus loin, ils commençaient à se dissiper. Mais bon, pour le moment, ça ne me pose aucun problème. Au bout de quelques minutes, je me suis alors aperçu que quelqu'un marchait derrière moi. J'ai pu voir qu'il portait un pull foncé, avec la capuche sur la tête. Je me suis alors dit qu'il rentrait probablement chez lui, lui aussi. 15 minutes de marche plus loin, le gars était toujours là, derrière moi. L'éclairage s'estompait peu à peu, et je sentais que quelque chose n'allait pas. Le stress a commencé à monter en moi. J'ai essayé d'ignorer et bêtement, j'ai commencé à monter le volume de mon téléphone pour me focaliser sur la musique que j'étais en train d'écouter.
Près du parc, l'éclairage était presque inexistant. Je commençais vraiment à angoisser car le gars était toujours en train de marcher derrière moi. Paniquée, j'ai alors commencé à accélérer le pas. J'avais deux choix à ce moment-là, soit traverser le parc, soit le contourner. Pensant au pire, je me suis dit qu'il fallait mieux que je reste sur le trottoir pour longer toutes les habitations du centre-ville, juste au cas où il y aurait bien eu des gens pour entendre ou voir quelque chose dans la pire des situations. Lui, au contraire, a décidé de couper par le parc, ce qui lui faisait gagner un peu de distance d'ailleurs. Malgré le noir, je voyais sa silhouette avancer dans le parc et je pouvais apercevoir qu'il se retournait toutes les 2 minutes, presque pour voir où j'en étais. J'ai commencé à marcher très vite, toujours plus vite, pour prendre de la distance, car plus je le voyais avancer, plus j'avais le sentiment qu'il allait finir par me rattraper à la sortie du parc. J'ai réussi à prendre un peu de distance et j'ai maintenu ma vitesse de marche. J'avais très peur. Il n'y avait plus du tout de lumière, il faisait vraiment noir. Je n'osais ni courir, ni me retourner. J'avais peur qu'il se mette à me courir après, et surtout qu'il me rattrape. Je décide de me focaliser sur ma vitesse et de ne pas m'essouffler trop vite. Je voulais rester discrète, mais l'angoisse était tellement forte que j'ai commencé à pleurer. Je faisais tout pour ne pas faire de bruit. Je ne voulais surtout pas qu'il m'entende pleurer. Autour de moi, il n'y avait ni lumière, ni voiture, ni maison. Juste lui qui me suivait et moi. J'étais seule et terriblement vulnérable. Plus je marchais, plus je commençais à réaliser qu'on marchait tous les deux en direction de chez moi. Il fallait que je pense à changer de trajectoire, mais il n'y avait pas d'autre chemin. Le prochain carrefour était encore loin. Les larmes coulaient à flot sur mes joues. La boule que j'avais dans le ventre pesait de plus en plus lourd et j'ai commencé à avoir un sacré point de côté. Arrivé enfin au carrefour, j'ai traversé sans même regarder s'il y avait des voitures. J'ai juste foncé. La rue était un peu plus éclairée, mais c'était toujours très calme. Personne. Pas de voiture. J'avais envie de rentrer dans un appartement ou dans une maison, peu importe. Faire genre que c'était chez moi et demander de l'aide, mais je n'ai pas eu ce courage. Au bout de 3-4 minutes, après avoir traversé le carrefour, j'ai aperçu un autre homme, dans la quarantaine d'années. Il me faisait de grands gestes pour que je m'arrête. J'étais tétanisée. J'avais tellement peur que ça soit un ami du gars qui me suivait. J'ai alors essayé de l'ignorer. Il a continué à marcher à ma longueur et a continué de faire des grands gestes. J'ai vu qu'il me faisait des gestes pour que je retire mon casque, ce que j'ai fait. Le monsieur d'une quarantaine d'années m'a alors dit « Il y a un homme qui vous suit depuis la gare. Venez avec moi, je vais vous aider. Vous n'êtes plus seul. » J'ai tout de suite vu sa crainte et senti la frayeur dans sa voix. Sans me poser de questions, j'ai traversé la route pour le rejoindre et je me suis effondrée en larmes. Il a essayé de me rassurer, mais je n'arrivais pas à me calmer. Je tremblais de partout. Au moment où le monsieur est venu me parler, le gars était toujours derrière moi à me suivre. Au bout de quelques secondes, on l'a tous les deux observé partir. C'est là que je me suis aperçue qu'il était vraiment très proche de moi. Le monsieur qui m'a aidé m'a expliqué qu'il tenait le bureau de tabac dans la rue face à la gare et qu'ils étaient en train de fermer avec sa femme au moment où je suis passée. C'est là qu'ils ont vu l'homme me suivre et eux aussi, ils étaient persuadés que le gars me voulait du mal. Le monsieur, lui, pensait que je m'étais pas du tout aperçue que le gars me suivait. Il m'a alors raconté que le gars s'était mis à courir quand on était dans le noir complet et qu'il était vraiment très proche de moi. Il s'est alors mis à crier et le gars a ralenti d'un coup, mais sans arrêter de me suivre. Il allait certainement faire quelque chose, mais le cri de mon bienfaiteur l'en a dissuadé. De mon côté, j'étais devant, beaucoup trop effrayée pour me retourner et la musique à fond dans mon casque. Je n'avais rien entendu de tout ça. On est resté assis sur le trottoir près de 30 minutes, le temps que je reprenne mes esprits. Par la suite, il m'a gentiment raccompagnée jusqu'à chez moi. Je reste persuadée que ce monsieur m'a sauvé la vie. Après ça, je n'ai pas réussi à sortir seule le soir pendant plusieurs semaines. L'histoire s'est produite il y a plus de 20 ans mais reste encore frais dans mon esprit. Mon fils est né tôt à 32 semaines. Nous avons eu de la chance, il a eu peu de problèmes et nous avons pu le ramener à la maison 1 mois après sa naissance. Lorsqu'il est arrivé à la maison, il devait rester branché à de l'oxygène et de la caféine en raison d'une bradycardie. Mais une fois arrivé et installé dans sa chambre, des choses étranges ont commencé alors à se produire. Dans un premier temps, avant que notre bébé ne naisse, j'avais toujours l'habitude de retirer notre chat de sa petite chambre tellement il aimait y aller et rester dedans. Or, après que notre fils soit né et après qu'on l'ait emmené à la maison, le chat refusait tout le temps d'entrer dans la chambre du bébé. Nous avions aussi un chien, et depuis il s'essayait au bas des escaliers et inclinait la tête comme s'il écoutait quelque chose. Il m'est même déjà arrivé, lorsque je changeais la couche du bébé, de commencer à parler en pensant que mon mari venait de rentrer dans la pièce, pour au final me retourner et découvrir que j'étais seul. Un jour, un de nos amis a offert au bébé un gros jouet qui était alors à la mode. C'était un genre d'oiseau qui disait « Peekaboo » quand vous couvriez puis découvriez ses yeux. Mais ce jouet s'éteignait ou s'allumait seul tout le temps, même après l'avoir mis à l'intérieur d'une boîte dans le placard. Très souvent, lorsque mon mari n'était pas à la maison, je ressentais une présence, comme si je n'étais pas seul et qu'il y avait quelqu'un avec moi.
Par la suite, mes parents nous avaient offert un babyphone en cadeau pour notre bébé. C'est sûr que c'est pas un cadeau pour les parents. Le babyphone avait un coussin qui était placé sous le matelas et s'il ne détectait aucun mouvement après un certain temps, une alarme nous alertait comme quoi il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais comme notre fils était minuscule, seulement 2 kilos quand il est rentré à la maison, cette alarme se déclenchait souvent. Du coup, quand cela se produisait, je me réveillais, j'entrais dans sa chambre, éteignais l'alarme du babyphone et surveillais mon fils quelques minutes au cas où. Heureusement, à chaque fois, il allait bien. Et je n'avais jamais cru ou senti que c'était autre chose que le fait qu'il était si petit pour que le coussinet du babyphone ne capte pas sa respiration. Pendant cette période aussi, lorsque je dormais, je rêvais souvent d'une femme que je trouvais dans sa chambre. Dans mes rêves, je ne l'ai jamais vue directement, mais je voyais l'ombre d'une femme aux cheveux longs, debout et tendant la main vers son berceau. Ça pourrait paraître effrayant, mais ces rêves ne m'ont jamais fait peur. Je les ai trouvés très étranges, mais réconfortantes en même temps. Je ne me souviens plus depuis combien de temps il était arrivé à la maison, mais ça devait faire au moins 1 mois à ce moment. Il était toujours sous oxygène et toujours sous caféine. Pour vous mettre en place la situation, notre lit était à gauche de la porte de notre chambre et moi je dormais sur le côté droit du lit, donc à côté de la porte. Mon mari lui dormait sur le côté gauche du lit. Une nuit, alors que tout le monde était en train de dormir, j'ai été tiré de mon sommeil et fus secoué brutalement du côté où se trouvait la porte. Je me suis alors réveillé et j'ai regardé mon mari lui demandant pourquoi il me secouait. C'est alors que j'ai réalisé qu'il était complètement endormi et du mauvais côté si ça avait été lui qui m'avait secoué. Sentant que quelque chose n'allait pas, j'ai immédiatement bondi du lit et couru dans la chambre de mon fils, alerté par mon instinct. Arrivé dans sa chambre, j'ai directement allumé la lumière, quelque chose que je n'avais alors jamais fait jusque-là. J'ai alors entendu un halètement dans le berceau. Pour vous expliquer, souvent, lorsque les bébés arrêtent spontanément de respirer, il suffit de les surprendre pour qu'ils reprennent leur souffle et recommencent à respirer. À ce moment, je crois qu'il avait vraiment cessé de respirer et que quand j'ai allumé la lumière, je l'ai fait sursauter, ce qui l'a fait respirer à nouveau. Même après cet épisode surprenant, les rêves et les événements étranges avec les jouets et les animaux de compagnie ont continué. Mais uniquement jusqu'à ce que mon fils se débarrasse de l'oxygène et de la caféine. Une fois qu'il n'en avait plus besoin, les événements étranges ont cessé. Le chien et le chat ont arrêté d'agir bizarrement et le gros jouet d'oiseau ne s'est plus jamais allumé de lui-même. Tout était devenu normal dans la maison. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais je crois que quelqu'un est en fait venu avec le bébé de l'hôpital à la maison pour le garder en sécurité. Le sentiment que j'ai eu suite à mes rêves était que c'était une jeune femme qui avait la vingtaine et qui était indigène qui m'avait alerté de la situation. Je suis canadienne et ici nous avons une certaine culture concernant les esprits, une certaine vision autour de ça. Je leur serai toujours reconnaissant d'avoir veillé sur lui et de m'avoir réveillé cette nuit-là, ce qui m'a permis de surprendre mon fils et de refaire partir sa respiration. C'est grâce à ça qu'il respire encore aujourd'hui. Je suis née en Espagne, mais j'habite en France depuis quelques années. Mon histoire se déroule dans ma maison en Espagne, qui se trouve dans un petit village bien paumé. Cette maison est entourée d'un petit jardin, qui est lui-même entouré par des murs, la séparant d'une autre maison et d'un champ vide. Il faut aussi savoir qu'on n'est pas souvent dans la maison, on y va surtout pendant les vacances scolaires. Tout commence un soir, fin mai. Mes parents partent prendre un verre chez des amis à eux, dans un village qui est à 20 minutes en voiture de la maison. Ils partent vers 22 h environ. J'avais 16 ans à cette époque, donc avoir la maison pour moi toute seule était un truc de fou. Dès leur départ, je me cale sur canapé, petit soda, petit popcorn devant Netflix. Je vis ma meilleure vie. Mais vers 23 h, quelqu'un sonne à ma porte plusieurs fois. Pensant que c'est mes parents qui rentrent plus tôt, je me lève, j'allume la lumière du couloir et je me tiens devant ma porte d'entrée qui est très proche de la porte de mon salon. Je mets alors ma main sur la poignée et à 2 doigts d'ouvrir la porte quand soudain mon instinct me dit de la garder fermée. Que c'est bizarre, que ça ne peut pas être mes parents qui rentrent, ils m'auraient certainement prévenu de leur départ. Je tape alors mon meilleur sprint, j'éteins les lumières, baisse le son de la télé et m'enferme dans mon salon, collé à une prise électrique car mon téléphone n'est qu'à 4%. Paniquée, j'envoie un message à ma meilleure amie, Julie, pour lui demander si c'était elle qui avait sonné. Ça lui arrivait de temps en temps de venir sans prévenir. Elle me répond après quelques minutes que non, ce n'était pas elle, mais qu'elle arrive quand même chez moi pour voir si tout va bien. Tout de suite après ça, j'appelle ma mère. Heureusement, elle me répond immédiatement. Je lui raconte ce qu'il se passe, qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte et qu'à cette heure-ci, ce n'est pas normal. Elle essaye alors de me calmer, me dit que tout est fermé et que donc personne ne peut rentrer. Une fois rassurée, je raccroche, je marche dans la maison, dans le noir complet, pour quand même vérifier que tout est bien fermé. Porte, volets, fenêtres, etc.
Tout va bien pour le moment, et pour finir ma ronde, je me dirige dans la chambre de mes parents, au rez-de-chaussée. Là, je m'aperçois que les volets ne sont pas fermés, laissant voir le jardin plongé dans l'obscurité. Trop paniqué pour ouvrir la fenêtre et fermer les volets, sachant qu'il y a certainement quelqu'un qui attend, caché dans l'ombre. Je cours alors en direction du salon pour appeler ma mère. Je suis à genoux sur le sol de mon salon, la tête appuyée contre le mur, pendant que je supplie mon téléphone de charger plus vite. Je ne peux pas m'arrêter de pleurer. Il va bien falloir que j'aille fermer les volets de la chambre de mes parents. Mon téléphone est enfin assez chargé pour que je puisse appeler ma mère. Je le prends et je me tiens debout dans le couloir, les yeux fixés sur la porte de la chambre. Tout ce que je voulais éviter, c'était de voir un mec collé à la fenêtre et qu'il me voie à l'intérieur de cette chambre. Cette idée me terrifiait tellement que je restais immobile. Je n'arrivais plus à bouger. Ma mère ne répond pas au téléphone. Je la rappelle encore et encore. Elle ne répond toujours pas. 4% de batterie, je dois raccrocher. Il ne faut surtout pas que mon portable s'éteigne, au cas où j'en aurais vraiment besoin. Je m'apprête à faire mon premier pas en direction de la chambre, quand soudain, je vois quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Un flash provenant de la fenêtre de la chambre, puis un autre en direction du couloir. Quelqu'un était bel et bien dans mon jardin et avait pris des photos de la chambre. Mon sang se glace et sans m'en rendre compte, je suis de retour dans mon salon, recroquevillée sur moi-même, attendant l'arrivée de Julie. Je suis en train d'attendre dans un coin, quand soudain j'entends des bruits dans le jardin. Comme si quelqu'un faisait le tour de la maison, cherchant une ouverture pour passer. Heureusement, tout était fermé, hormis la chambre. 10 minutes plus tard, j'entends les bruits de pas s'intensifier. On dirait qu'il y a au moins 2 personnes. Mon cœur s'emballe. Il y a 2 intrus dans mon jardin. Peut-être même plus. Je n'ai pas assez de batterie pour appeler qui que ce soit. Tremblant de partout, je commence à pleurer de nouveau, quand quelques secondes plus tard, j'entends mon portable sonner. Je regarde et vois que j'ai reçu un SMS. Soulagée de voir que c'était ma meilleure amie, qui me dit qu'elle est là, avec sa mère, devant ma porte. Je cours leur ouvrir. On check alors tout ensemble le jardin et toutes les pièces de la maison. Il n'y a personne, et aucune trace d'effraction. Elle restait avec moi jusqu'à l'arrivée de mes parents. Dès que ma meilleure amie et sa mère repartent chez elle, je me fais de suite engueuler par mes parents, ne croyant pas du tout à mon histoire, pensant que j'ai encore psychoté pour rien, et que j'ai dérangé tout le monde avec mes peurs et mes angoisses. Naturellement, cette nuit-là, je n'arrive pas du tout à dormir. Personne ne me croit et je suis terrifiée par l'image de cet homme prenant une photo de la chambre. Le lendemain matin, mon père vérifie quand même les alentours de la maison. Et il m'appelle pour le faire avec lui. On se dirige alors tous les deux vers le mur du jardin qui donne sur le champ désert. Et on voit avec stupeur qu'il y a bel et bien des traces de semelles sur les murs. Je n'avais donc rien imaginé. À ce jour, on retrouve ces mêmes traces de semelles sur les murs de temps à autre, et je ne sais toujours pas qui est cette personne, ou ces personnes, et surtout ce qu'elles veulent. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going